Parmi les trésors présentés dans l'exposition se trouve l'exceptionnel gobelet en verre émaillé et doré que vous connaissez tous et qui est connu sous le nom de Luck of Edenhall. Il n'appartient donc pas à une production anglaise ou française médiévale puisqu'il a été fabriqué en Égypte ou en Syrie dans la première moitié du XIVe siècle, peut-être plus probablement, d'après le style du décor, entre 1320 et 1350 environ. Donc, à l'époque du sultanat mamelouk, qui, je le rappelle, à toutes fins utiles, a régné sur les territoires de l'Égypte et de la grande région syrienne, ainsi que sur le Hejaz, à partir de 1250, plutôt à partir de 1260 pour la région syrienne, jusqu'en 1517, donc un très long règne de ces sultans mamelouks qui nous ont laissé de nombreux vestiges architecturaux, mais aussi beaucoup d'objets mobiliers, des productions remarquables, notamment en métal incrusté et en verre émaillé et doré, donc qui ont fait leur réputation. Alors, on peut notamment comparer le beau décor d'arabesque, décor tapissant d'arabesque végétale à décor émaillé de ce gobelet avec un autre objet mamelouk exceptionnel. Oh, il y a une déformation de mon PowerPoint. J'espère que ça ne va pas se prolonger sur les autres slides. Bon. Ou alors, vous n'en voyez qu'un détail. C'est une pièce célèbre du British Museum. Qui a été acquis dès 1869 et qui montre un décor d'arabesque là plutôt à l'or sur un fond d'émail, mais assez similaire. The Luck of Edenhall, production proche-orientale, donc, semble être arrivé peu après en Europe, puisqu'il est accompagné encore aujourd'hui d'un étui en cuir, attribuable par son décor à la France ou à l'Angleterre entre la fin du XIVe et le XVe siècle, qui a été spécialement fabriqué pour le protéger. L'inscription IHS, qui figure sur le couvercle, peut être interprétée comme de nature plutôt protectrice ou talismanique, plutôt qu'indiquant une destination, une utilisation religieuse de cet objet, semble-t-il. Le gobelet est entré dans les possessions de la famille Musgrave, demeurant à Edenhall, d'où son nom, au Cumberland, donc au nord de l'Angleterre, à une date inconnue. La première attestation du gobelet, déjà nommée à cette époque Luck of Edenhall, se situe seulement à la fin du XVIIe siècle, en 1677 précisément, dans le testament de Sir Philip Musgrave. Ma collègue Gwenaëlle Félinger, qui n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement, qui avait entrepris il y a une quinzaine d'années des recherches dans les inventaires royaux français, notamment pour étudier justement les contours de l'arrivée des objets orientaux en France à la fin de la période médiévale, a avancé dans un article qu'elle a publié en 2017 l'hypothèse d'une provenance plutôt française pour l'étui, avec la présence de fleurs de lys, et l'hypothèse qu'il il aurait pu s'agir d'un don scellant une alliance avec la royauté française, en mettant notamment en avant le fait qu'un membre de la famille Musgrave avait été exécuté en 1457 pour avoir comploté avec les Français contre le roi d'Angleterre. Bon, c'est une hypothèse. Dans le nord de l'Angleterre, le terme luck a été conféré à des objets précieux de provenance plus ou moins exotique, arrivés en Angleterre à la fin du Moyen-Âge ou autour du XVIe siècle, auxquels on conférait un pouvoir talismanique. Selon la croyance entourant ces objets, s'ils venaient à être brisés, perdus ou vendus, la bonne fortune ou la chance de leur propriétaire disparaîtrait aussitôt. Alors on peut en montrer quelques-uns. Notamment, je mentionnerai, je ne l'ai pas montré ici, mais le Binchester Luck, qui est un gobelet en verre de facture plutôt française ou flamande du milieu du XVIe siècle, ou encore, comme vous le voyez ici, à droite, The Luck of Workington, une coupe en agate, réputée offerte par Mary, reine d'Écosse, en 1568, et qui, en dépit des mises en garde de ces légendes entourant les Luck, a été tout récemment mise en vente chez Sotheby's en juillet 2022 par les descendants de la famille détentrice des Curwen. On peut enfin citer The Luck of Muncaster, donc à gauche ici, qui, selon la légende, aurait été donné au propriétaire du château de Muncaster par le roi Henri VI vers 1461 ou 1464.
voyez, il s'agit d'une petite coupe en verre émaillé de facture vénitienne qui peut être attribuée plutôt à la fin du XVe siècle. Ce parallèle avec The Luck of Edenhall est intéressant en ce que, pour rappel, la verrerie émaillée et dorée qui prend son essor à Venise à partir de la fin du XIIIe siècle, d'après les sources que l'on connaît, et qui surtout se répand au XVe siècle, a été exportée dans toute l'Europe, tout comme la verrerie émaillée mamelouk, parallèlement, comme nous allons le voir. Les productions vénitiennes viennent d'ailleurs même concurrencer et supplanter au Proche-Orient même, mamelouk, la production locale dont on observe le déclin dès le début du XVe siècle. C'est ainsi que divers fragments de verre vénitien ont été retrouvés sur le territoire mamelouk, en particulier en Égypte. Et je montre ici, alors il y a des fragments de contexte archéologique, mais ici un gobelet donc, qui est réputé avoir été trouvé à Kous et donc arrivé en Grande-Bretagne au début du XXe siècle. Des gobelets et coupes de provenance diverses, plus ou moins lointaines, ont donc été ainsi érigés en talismans familiaux. Donc ces coupes, ces gobelets de petite taille étaient non seulement facilement transportables, ce qui a favorisé leur mobilité, mais ils incarnaient par ailleurs un symbole de convivialité, de commensalité et également d'attributs du pouvoir, liés notamment à des serments d'allégeance, parmi les élites en Occident comme en Orient. Voilà, on peut en voir un témoignage ici avec ces peintures qui illustrent un manuscrit des Maqamat d'Al-Hariri, qui est un ouvrage classique de la littérature arabe, dont plusieurs copies illustrées des XIIIe et XIVe siècles nous sont parvenues. Celle-ci est datée assez tôt de 1222 et nous montre que ce genre de gobelet, avec cette forme particulière, à pied étroit et à parois qui s'évasent vers le haut, était déjà très en vogue parmi les élites urbaines orientales du début du XIIIe siècle. On y voit clairement ici que ces gobelets étaient ornés d'un bandeau à l'or et peut-être déjà émaillés. Ce qui m'amène à aborder la question de la datation, de l'apparition de la technique du verre à décor émaillé et pas seulement à décor doré, qui se situe sans nul doute plutôt dans la première moitié du XIIIe siècle, dans la région syro-mésopotamienne. Seuls 2 objets sont connus à ce jour qui font référence pour cette chronologie, à savoir ce plat en verre émaillé et doré au nom du sultan de Roum, Khosrow II, qui a régné entre 1237 et 1247, qui a été trouvé dans son palais de Kubadabad en Anatolie et qui est conservé à Konya aujourd'hui. Dans ce même palais de Kubadabad ont été retrouvés également quelques fragments de gobelets à décor de bandes émaillées et dorées, ainsi que dans un autre palais rattaché à ce souverain en Anatolie. On y observe des motifs uniquement végétaux ou géométriques avec des décors perlés. Les chercheurs hésitent encore pour une production qui aurait été importée de Syrie plutôt, ou une production locale temporaire liée à cette commande princière, peut-être par des verriers itinérants, possiblement venus de Syrie. Comme vous le voyez ici, l'état médiocre de conservation du plat et l'absence d'analyse scientifique ne permettent pas de nous faire une idée précise de sa technologie et des couleurs employées, même si des observations ont pu déceler du bleu, du rouge et du blanc sous la couche d'altération du vert. L'autre objet, qui se trouve ici à gauche, est une bouteille au nom du sultan Ayyoubi, dernier souverain d'Alep et de Damas, Salah ad-Din Youssouf II, donc qui règne entre 1236 et 1260, et qui, vous le voyez, là aussi comporte des zones émaillées assez limitées avec une palette tout aussi limitée, rouge, blanc et bleu.
Alors, je reviendrai sur les deux objets après. Ici, ces différents gobelets assez fragmentaires, vous voyez, qui ont été retrouvés dans des contextes archéologiques dans la région syro-palestinienne, avec, vous le voyez, là encore, un décor émaillé limité à un large bandeau supérieur, avec une palette où le bleu domine, avec éventuellement des petites touches de blanc. Vous le voyez ici avec ces types de petits cercles perlés en blanc, qui semblent caractéristiques du XIIIe siècle. Donc ici, il s'agit de découvertes faites sur des sites croisés, pas précisément datables, mais aux environs de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et ici, là aussi, avec des conditions de découverte qui ne permettent pas une datation précise, un gobelet qui a été découvert lors des fouilles de Hama, la citadelle de Hama, en Syrie actuelle. D'autres jalons sont précisément datés des dernières années du XIIIe siècle. Vous avez ici deux vases sphéro-coniques au nom du sultan du Yémen, Omar II, qui a régné brièvement en 1295-1296, donc une datation précise du coup pour ces vases. Les sultans du Yémen étant à l'époque des vassaux des Mamelouks, il est fort probable, parce qu'on en a d'autres exemples, notamment pour des métaux, que ces vases ont été réalisés plutôt dans le domaine Mamelouk, donc Égypte-Syrie, pour les sultans du Yémen, en tout cas donc avec une datation assez précise. Et là, on retrouve une palette et des zones émaillées assez limitées. Un autre exemple qui a été documenté plus précisément récemment par moi-même, c'est cette lampe du musée du Louvre qui peut être, grâce à son inscription, datée même très précisément, très vraisemblablement de l'année 1294, puisqu'elle était destinée au mausolée d'un marchand et historien qui vivait à Damas, qui est mort à Damas, et qui est documenté par les sources. Et donc, on a son nom ici pour son mausolée, donc à Damas, en 1294. Et à la lampe à laquelle j'ai associé une autre lampe conservée au British Museum. On est toujours dans le dialogue entre les collections françaises et anglaises. Une autre lampe qui n'avait pas été clairement attribuée jusqu'à ici, mais qui est tout à fait comparable dans son décor à celle-ci, et pour laquelle j'ai pu proposer une nouvelle attribution à un mausolée également à Damas, quelques années après, en 1299-1300. Donc voilà de nouveaux jalons chronologiques pour ces premières pièces à décor émaillé mamelouk, réalisées en Syrie. Évidemment, cette production damascène, justement, elle est assez bien documentée à travers les sources historiques, qu'elles soient orientales ou occidentales, par des voyageurs, notamment des voyageurs italiens ou des pèlerins italiens. À partir des années 1270, donc fin du XIIIe, jusqu'aux années 1380, on a comme ça plusieurs mentions de l'artisanat du verre émaillé à Damas. Production qui, comme le mentionne un historien mamelouk vers 1337, était exportée dans l'ensemble du Proche-Orient et voire même au-delà. La question de la datation, justement, et de l'attribution à un centre de production de ces verres émaillés mamelouks, et surtout des débuts de la production, a fait couler beaucoup d'encre depuis un long siècle. Et le problème de la chronologie continue d'ailleurs à se poser pour de nombreuses pièces ne comportant aucune inscription historique, ce qui est le cas des divers objets en verre émaillé et doré arrivés en Europe à la période médiévale. C'est le cas notamment de la fameuse, non moins fameuse Palmer Cup du British Museum, qui est arrivée à une date inconnue dans les biens de la famille Palmer-Morwood et dont la monture d'orfèvrerie d'argent doré est attribuée à la France du XIVe siècle, donc indiquant une arrivée en Europe très tôt. Aujourd'hui, elle est attribuée à la Syrie au milieu du XIIIe siècle, notamment sur des critères iconographiques et épigraphiques, lesquels demanderaient néanmoins peut-être à être légèrement réexaminés. Il s'agirait en ce cas, si elle était vraiment du milieu du XIIIe siècle, d'un unicum pour une date aussi haute, puisque, on l'a vu, tous les autres objets attribués au XIIIe siècle
se distingue par l'absence de décor figuré et par une palette plus limitée à 2 ou 3 couleurs, alors qu'ici on commence à avoir une polychromie qui commence un petit peu à s'étoffer. La datation de la production de ces pièces mamelouks intéresse aussi, évidemment, vient croiser la datation de leur arrivée en Europe, laquelle n'est pas moins nébuleuse et souvent, comme on l'a vu, teintée de légendes, souvent reliées aux croisades. On observe en tout cas un phénomène important d'exportation de ces verreries émaillées dorées orientales, au moins dès le début du XIVe siècle, dans l'ensemble de l'Europe, mais aussi dans d'autres régions, en lien plus ou moins direct avec l'ensemble, avec le sultanat mamelouk. Et je vous en montrerai rapidement quelques exemples pour avoir un aperçu plus large de l'itinérance de ces productions recherchées. Donc ici, vous avez par exemple un certain nombre d'objets réunis sur cette photo en noir et blanc, malheureusement, trouvés dans les territoires de la Horde d'Or, donc qui recouvraient les territoires de la Russie méridionale, du nord de la mer Noire, nord-est de la mer Noire. Objets qui ont été trouvés donc plutôt lors de fouilles archéologiques, que ce soit dans des cités rattachées au sultanat de la Horde d'Or ou dans des zones d'inhumation, dans des tombes. Notamment la lampe ici de mosquée a été trouvée dans une mosquée à Solkat, tandis que les 3 objets intacts qui se trouvent en haut à gauche proviennent justement de tombes des bords de la mer Noire. Dans des endroits où on a trouvé d'ailleurs également des verres vénitiens exportés, ce qui n'est pas surprenant puisqu'on connaît bien l'implantation de comptoirs vénitiens sur les rives de la mer Noire qui ont assuré les échanges entre le monde oriental et l'Europe. Voici d'autres exemples, cette fois-ci en couleur, qui sont conservés aujourd'hui à Berlin, qui proviennent de la collection d'Alexandre Merle de Massonneau, qui a séjourné longuement dans cette zone de la mer Noire, avec des objets qui ont certainement été découverts, là aussi, dans des tombes. Les liens entre les Mamelouks et les Nasrides du royaume de Grenade sont bien connus. On a retrouvé de manière assez limitée 2 petits fragments au début du XXe siècle, sans contexte là aussi précis connu, dans le palais de l'Alhambra, donc voilà, qui témoigne aussi de la circulation de ces vers dans cette région. Je vous montre aussi également ici un verre émaillé retrouvé à Madagascar, donc, qui illustre à la fois les routes vers l'océan Indien et l'Afrique. Et puis 2 objets qui sont réputés provenir d'une mosquée en Chine, qui sont aujourd'hui à Toronto, Royal Ontario Museum. Les liens, évidemment, entre le sultanat mamelouk et la Chine étaient importants en termes de relations commerciales, surtout avec une importation massive de céramique chinoise à la période mamelouk, qui a pu influencer notamment les céramistes mamelouks. Voilà, donc un petit aperçu. On a vu qu'il y avait aussi des exportations au Yémen. Donc tous ces objets en verre émaillé, comme les objets en métal incrusté, les textiles qui circulaient aussi abondamment depuis les territoires mamelouks vers l'Europe ou vers d'autres régions, constituaient des productions de haute qualité, sans équivalent local, en tout cas pour l'Europe, et contribuaient au prestige social de leurs détenteurs. On ne peut pas parler de circulation de masse, mais plutôt de biens acheminés en nombre limité et donc d'autant plus recherchés, notamment donc par le biais des marchands italiens. Alors revenons à la circulation de ces verreries en Europe et plus particulièrement en France et en Grande-Bretagne. Cette circulation, elle est attestée à la fois par les sources écrites, mais également par des pièces intactes entrées dans des collections aristocratiques ou ecclésiastiques dès la période médiévale, et également des découvertes archéologiques. Alors, un mot d'abord sur les sources. Des recherches dans les inventaires princiers ou les archives commerciales et notariales ont permis d'attester de la présence de ces objets dans des collections européennes dès le XIVe siècle.
Pour ce qui est de l'Italie, on a notamment les recherches de Marco Spallanzani, qui a exploré les archives florentines et qui a pu relever des mentions de verre à la Damascène. C'est une appellation générique qu'on retrouve aussi pour les métaux, notamment au XIVe et au XVe siècle. Et ces découvertes transcrivent aussi le fait que ces verres étaient recherchés parfois, mais pas toujours disponibles sur le marché. Donc on se dirigeait vers différentes sources possibles, et évidemment Venise était une des sources importantes pour essayer de trouver un objet dont on avait besoin, voilà, qu'on souhaitait acquérir. Michael Rogers, par ailleurs, a livré une première étude dans un article sur les inventaires européens, et ma collègue Gwenaëlle Fellinger, du département des arts de l'islam, quand je l'ai mentionné tout à l'heure, a également étudié des inventaires royaux français. De nombreux inventaires restent silencieux sur la présence de verreries émaillées orientales, et les mentions sont souvent trop vagues pour permettre d'identifier un type précis d'objet, que ce soit leurs matériaux ou leur provenance. Néanmoins, certains inventaires se sont révélés plus riches en informations, comme ceux bien connus du trésor du roi Charles V, mort en 1379, qui comporte différentes mentions de production orientale, textile, métaux incrustés et verreries émaillées. L'inventaire décrit ainsi plusieurs objets de verre à façon de Damas, toujours, on retrouve ce terme générique, dont notamment divers gobelets ou verres, qu'on peut identifier comme des gobelets, petits ou grands, avec des décors d'inscription ou à décors de personnages, qui ont reçu, sont déjà spécifiés dans les inventaires, des montures d'argent doré. Pour ce qui est des objets conservés dans les collections aristocratiques ou ecclésiastiques, eh bien, outre le Luck of Edenhall et la Palmer Cup, on a un certain nombre d'exemples qui sont relativement limités et que vous connaissez bien certainement. Donc, je vais en faire une revue rapide et rappeler les données dont on dispose à propos de ces objets. Pour ce qui est de la Palmer Cup, cette coupe aurait été, selon une légende, gagnée par un ancêtre de la famille Palmer-Morwood pendant les croisades, évidemment, lors d'un jeu de cartes contre le roi de France. Cette légende met en relief, en tout cas, le rôle possible des relations anglo-françaises dans les processus de transmission de ces objets. Autre objet bien connu, c'est la fameuse coupe de Charlemagne à droite, réputée provenir du trésor de l'abbaye de la Madeleine de Châteaudun. Dans son article de 2017, Gwenaëlle Fellinger avait émis l'hypothèse qu'elle pourrait provenir plutôt, et plus précisément, de la Sainte-Chapelle du château de Châteaudun, consacrée en 1465, qui avait été fondée par Jean, fils bâtard de Louis d'Orléans, et donc petit-fils de Charles V, grand collectionneur de verres orientaux. Pourrait-on émettre l'hypothèse qu'elle aurait pu provenir du trésor de son grand-père, qui corroborait la datation plutôt au XIVe siècle de sa monture de cuivre doré. Je ne l'ai pas montré ici, mais vous avez certainement, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, en mémoire la coupe des 8 prêtres, qui est connue uniquement par un dessin, puisqu'elle a été détruite durant la Première Guerre mondiale à Douai, qui aurait appartenu, qui est un décor assez qu'on peut rapprocher de celui de la coupe de Charlemagne. Elle aurait appartenu de manière plus originale à une demoiselle Marguerite Mulet, donc membre de la bourgeoisie de Douai, nièce du prévôt de l'église de Saint-Pierre à Douai, qui, à son décès en 1329, c'est précis, laisse un testament par lequel elle fonde dans sa maison un asile pour 8 prêtres sans ressources, d'où le nom de la coupe, et elle lègue également ce qui était nécessaire pour dire la messe, et notamment 2 calices, et celui du musée de Douai serait l'un de ces 2 calices.
À gauche, vous avez la fameuse gobelet du musée du Louvre, qui a été retrouvé à Orvieto, dans l'église de Santa Margherita, une église désacralisée au moment de sa découverte, sous l'autel de l'église, lequel a été démoli en avril 1899 pour transformer l'église en habitation privée, puisque l'église était en main privée. Il avait été, semble-t-il, utilisé comme un reliquaire, puisque au moment de sa découverte, il contenait des cendres ainsi qu'un petit flacon de verre qui avait dû servir lui aussi de reliquaire. À l'époque, il était considéré, et ça c'est souvent une confusion qui existait à la fin du XIXe siècle, comme une imitation vénitienne. Et le gobelet a été vendu par le propriétaire à un antiquaire italien dans les jours suivant sa découverte, acquis un peu plus tard en 1908 par le musée du Louvre. Des recherches récentes menées par un chercheur italien, Lucio Richetti, qui a publié un article en 2017, indiquent que ce chercheur émet l'hypothèse que son placement sous l'autel pourrait coïncider avec l'année 1312, au moment où une dame noble, Margherita Aldobrandeschi, arrive à Orvieto et agrandit cette église Sainte-Marguerite, éponyme, et voilà, on aurait peut-être un moment d'arrivée de ce gobelet à Orvieto, donc très tôt dans le XIVe siècle. Je mentionnerai enfin ces deux non moins célèbres bouteilles et flasques conservées à Vienne au Dom Museum, qui ont là aussi une attestation de provenance assez ancienne, puisque ces deux vases, qui eux aussi contenaient des reliques, ont été donnés par le duc Rudolf IV de Habsbourg à l'église Saint-Stéphane de Vienne en 1365. Alors on peut dater ces deux vases plutôt du début du XIVe siècle, d'après le style de leur décor. Mentionnons encore ces différents gobelets avec un décor émaillé beaucoup plus riche, polychrome, qui les date peut-être plutôt du milieu, là aussi, du XIVe siècle, qui sont conservés en Allemagne, donc à Dresde, à Cassel, dont on ignore les provenances précises. Les deux gobelets de Dresde, donc, qui sont conservés au Grünes Gewölbe, faisaient a priori partie de la collection du prince électeur de Saxe Frédéric Auguste II, qui fonde ce musée en 1723. Les montures, évidemment, indiquent, semble-t-il, une présence plus ancienne en Allemagne, probablement. Enfin, pour terminer cette revue, ce vase qui appartient au trésor de la chapelle Sainte-Anne, ancienne cathédrale d'Apt, là aussi, sa date d'arrivée est inconnue. Le vase n'est pas documenté avant le XVIIIe siècle. Il faut indiquer d'ailleurs que le trésor compte aussi 2 gourdes de pèlerin en verre émaillé doré de Venise, datables de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle, qui ne sont pas, elles non plus, documentées avant le XVIIIe siècle. Simplement, on peut rappeler que la chapelle reçoit de nombreux dons dès le XIIIe siècle, mais surtout au XVe siècle, avec le développement du culte de Sainte-Anne, et elle également dotée sous l'épiscopat d'un Italien, d'un Milanais, Cesare Trivulce, qui donc détient l'épiscopat à Apt entre 1533 et 1540. Enfin, pour terminer un petit peu cet aperçu, quelques découvertes archéologiques qui sont finalement les plus nombreuses à ce jour en Grande-Bretagne, puisqu'on a au moins 8 découvertes de fragments de verre émaillé et doré mamelouk qui ont été retrouvés sur le sol britannique. Je commencerai par ce qui semble être la découverte de verre les plus anciens, avec ces fragments toujours d'un gobelet, la forme par privilégiée, trouvés donc en Écosse
alors pardonnez ma prononciation hésitante, Caerlaverock, donc dans le vieux château, ça va. Château donc qui a été, donc il y a l'ancien château et le nouveau. L'ancien château a une période d'occupation entre les années 1220 et les années 1270, puis un nouveau château a été édifié à côté. Et donc ces fragments ont été trouvés dans l'ancien château, ce qui pourrait indiquer du coup au plus tard, voilà, une datation au plus tard de ces objets dans les années 1260-70. On retrouve en tout cas les caractéristiques d'une production plutôt voilà, du XIIIe siècle, mais donc une découverte vraiment intéressante par les possibilités de datation qu'elle offre, même si on peut formuler différentes hypothèses. D'autres exemples, je les cite pas toutes et rapidement. Un fragment de gobelet, là aussi trouvé à Rundle Manor, dans le Kent. Et les fragments d'un autre gobelet trouvé à Abingdon, donc dans l'Oxfordshire, dans une fosse contenant des céramiques du XVe siècle. Et il faut signaler que Abingdon, à la période médiévale, comptait plusieurs foires annuelles et était donc un lieu de commerce et potentiellement de circulation d'objets divers. On peut également mentionner une découverte à Swan Lane, à Londres, d'un fragment de gobelet dans un dépotoir datable de la fin du XIIIe, entre la fin du XIIIe et le milieu du XIVe siècle. Et également un fragment de bouteille trouvé anciennement au château de Restormel, en Cornouailles, qui a été trouvé là aussi avec un gobelet de type de production vénitienne ancienne qu'on a souvent appelé Aldrevandine, voilà, et donc qui montre la circulation conjointe de ces deux types de production. C'est un château, Restormel, qui s'est développé et a été embelli surtout au cours du XIVe siècle. Alors, simplement pour évoquer que ces vases émaillés dorés mamelouks ont été aussi trouvés dans d'autres régions d'Europe. Il y a notamment plusieurs, et notamment dans le nord de l'Europe, qui semble vraiment avoir été une route importante, avec différents fragments, aussi différentes découvertes effectuées en Suède. Et donc vous avez ici, par exemple, l'exemple d'un fragment de vase trouvé à Helsingborg, dans un contexte de la fin du XVe siècle, le décor de ce vase avec ses frises de petits personnages et d'autres motifs le rapproche plutôt d'une production aux alentours de 1300. Pour ce qui est de la France, eh bien, à ce jour, et à ma connaissance, un seul exemple a été publié. Ce sont ces fragments d'un gobelet trouvé à Villariès, en Haute-Garonne, donc sud-ouest, au prieuré de Notre-Dame de Pinel, qui se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse, dans un prieuré donc affilié à l'ordre de Grandmont, fondé au XIIe siècle. Les fragments de verrerie ont été trouvés là aussi dans des remblais d'une fosse dépotoir, donc sans indication de datation précise. Cette découverte montre en tout cas que des pièces, peut-être de production plus commune, j'ai indiqué ici pour un petit peu restituer la forme originelle de ce gobelet, un exemple qui se trouve au British Museum avec les deux bandes inférieures et supérieures. Alors il faut le fragment ici à droite en bas est en fait représenté, il a été photographié à l'envers, il faut le retourner, donc c'est une inscription qui se trouvait en bas du gobelet. Ici, on a la partie haute avec ce blason à petit lion sur lequel je vais revenir tout de suite. Donc, en tout cas, cette découverte montre que des pièces, peut-être de qualité moindre, ont pu trouver leur place dans des contextes moins prestigieux que les collections princières. Donc, différents niveaux de circulation. Donc vous notez ici en haut à gauche ce petit médaillon avec ce lion d'apparence héraldique qui est un motif de lion passant avec sa patte levée et sa queue en forme de S.
Ce motif du lion héraldique a été souvent associé au blason d'un des premiers sultans mamelouks, le sultan Beybars, qui règne entre 1260 et 1277. Néanmoins, ce motif, cet emblème, a été utilisé par d'autres sultans au cours du XIVe siècle et ne peut donc être retenu comme un critère de datation fiable. Ce dessin particulier du lion ne suit d'ailleurs pas forcément... Alors, on le retrouve sur d'autres différents exemples. C'est un motif assez répandu sur les décors de verreries émaillées mamelouks. Vous avez notamment un exemple très proche au Corning Museum, ici. Et un exemple qui se trouve au musée d'art islamique de Doha, avec une pièce plus prestigieuse, mais où on retrouve les petits médaillons avec les lions très similaires. On le retrouve aussi dans le domaine mamelouk sur des textiles, par exemple. Donc c'est vraiment un motif qui circule. Ici, un lion en pierre de plus grande taille, malheureusement de provenance inconnue, donc on ne sait pas s'il était associé à une inscription liée à un sultan quelconque, malheureusement. Mais en tout cas, on connaît quelques lions associés à des inscriptions du sultan Beybars, justement, où on voit que eh bien, on a des lions qui ne suivent pas tout à fait ce modèle très précis qu'on retrouve sur les vers, avec notamment la queue qui est simplement légèrement recourbée, comme sur la monnaie en bas, même si elle n'est pas très discernable, ou plus haut sur la pierre, ou même relativement en retour assez droit. Donc un motif qui évolue. Et je voulais le souligner, terminer sur ce détail, car il trouve donc assez logiquement des échos dans l'exposition sur de nombreux objets, puisque le lion, figure héraldique royale très prisée également en Occident médiéval, est évidemment rattaché aux armes d'Angleterre. Comme tel, donc, on peut la relever sur plusieurs chefs-d'œuvre de l'exposition. J'ai fait une petite sélection ici, tous datés du début du XIVe siècle d'ailleurs, donc à peu près concomitants des exemples en verre émaillé et du gobelet de Villariès. Le lion y est représenté soit rampant ou passant, mais également avec cette patte antérieure levée et la queue en S. Cela a-t-il toujours été le cas? Pas forcément. On le retrouve également sur ce gobelet aldrevandin, donc des premières productions vénitiennes de Murano, ou encore sur cette majolique italienne de manière plus schématique. C'est un motif qu'on retrouve en Orient dès le XIe siècle. Vous en avez deux exemples ici, même si la forme se dessine. On le retrouve, ce lion à pattes levées antérieures et à queue en S, sur le fameux manteau de couronnement du roi Roger II de Sicile. Donc c'est un motif qui circule là aussi autour de la Méditerranée. On le retrouve également en milieu, semble-t-il, croisé, avec ces pommeaux de dague qui auraient été retrouvés au Liban, attribuable entre le XIIe et le XIIIe siècle. Ici, voilà, des éléments peut-être qui permettent de dater dans le cours du XIIIe siècle, mais là je ne suis pas spécialiste d'héraldique anglaise, ce retournement, je dirais, de la queue du lion, avec peut-être plutôt semble-t-il, dans les premiers exemples, une queue plutôt rentrée vers l'intérieur. Vous en avez un exemple ici sur cet écu. Et ici, sur cette armoriale donc, qui est datée des environs de 1280, on a les deux possibilités. En haut, vous voyez côte à côte, notamment un lion rampant avec la queue tournée vers l'intérieur et l'apparition du lion à queue en S. Bon, je termine là ce petit détail, mais en tout cas, ce détail un peu anecdotique aux aléas mystérieux de motifs décoratifs et emblématiques entre Orient et Occident, à la faveur de différentes formes d'échange, qu'ils soient conflictuels ou pacifiques, est illustré par ce petit motif du lion héraldique. La figure héraldique du lion, comme
la forme du gobelet ou de la coupe résonnait de manière semblable, finalement, pour les Orientaux et les Européens, dans les milieux aristocratiques et au sein des élites urbaines, par diffusion, et rendait finalement naturelle la réception et l'appropriation de ces objets exotiques et merveilleux en Europe. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'était passionnant. Vous nous donnez tous les éléments pour essayer de saisir la présence d'un groupe d'objets dans une extension européenne ou quasi, enfin, et dans toutes ses fonctions diverses, c'est-à-dire entre des trouvailles archéologiques dans un site de château, dans un site de foire, ou alors plus tard, au contraire, la construction juridique ou pseudo-juridique, en fait, un petit peu antiquaire aussi, de l'objet unique, un peu sacralisé comme ça, non seulement avec la monture, mais avec le luck. Voilà. Donc c'est tout ça, en fait, qu'il faut saisir pour essayer de comprendre dans toute son extension la chose. Alors, il y a sûrement des questions. Sarah Flitty commence. Merci beaucoup. Une petite question peut-être sur la fin de la période. Vous avez évoqué le déclin de la production. Est-ce que on trouve des verreries émaillées à la fin de la période dont on peut plus difficilement évaluer la provenance, comme c'est le cas pour certains métaux et ça me fait penser aussi d'ailleurs à une autre question qui est celle des rapports dans le décor entre les verreries et les métaux. Est-ce que vous pourriez dire un mot de cette question-là également? C'est une question. Alors, la première question, j'étais pas très sûre de comprendre le contour, en fait, de votre question sur la fin de la période. Alors, la fin de la période, enfin, en Orient, en tout cas, les derniers exemples de verreries émaillées dorées qu'on puisse dater sont plutôt aux alentours du milieu du XVe siècle, pour des lampes de mosquée qui sont en nombre très limité, très très limité pour cette période. On a relativement peu d'objets pour le XVe siècle. Et le dernier jalon qui reste encore sujet à discussion, c'est une lampe justement qui a été retrouvée dans la mosquée du sultan Qaït Bey, donc qui règne dans la seconde moitié vers la fin du XVe siècle, disons, qui visiblement n'est plus une production proche-orientale, mais qui semble être plutôt une production vénitienne, même si certains ont avancé la possibilité d'une production espagnole. À ce jour, moi, j'ai pas vu d'exemple vraiment de production espagnole à Barcelone, en l'occurrence, qui soit vraiment convaincant comme parallèle. En revanche, le décor qui est assez particulier, j'ai pas voulu le montrer ici parce que c'était pas le sujet, mais le décor assez particulier comporte quand même des éléments qui le rattachent à la production vénitienne. Donc voilà, c'est en ça qu'il y a une sorte de retournement. Et pour ce qui est des rapports verre et métal, alors là c'est un peu plus complexe à établir. Simplement, enfin je dirais que, en tout cas pour ce qui est des échanges avec l'Europe, on a des parallèles assez forts puisque les productions proche-orientales s'exportent également au même moment en Europe, et on en a aussi bien aussi là des traces dans les sources que des traces matérielles avec des objets qui ont été soit fabriqués pour une commande, ils sont rares, soit sans doute fabriqués de manière plus générique pour le marché, possiblement le marché occidental. Et dès le XIVe siècle, et ça semble s'accentuer au XVe siècle. Voilà. Peut-être juste un point sur ça avant la prochaine question. Il y a quelque chose d'intéressant avec le fait que la production vénitienne de métal est bien plus proche de la production syrienne, ou le contraire. C'est-à-dire que les bassins syriens, égyptiens, tels qu'ils sont imités, reproduits, relayés par une production vénitienne, c'est très difficile à distinguer. Alors que pour les verres, c'est pas le cas, en fait. C'est bien plus différent, le groupe Aldrovandin. Alors, je suis pas sûre de voir à quelle production, parce que
pour moi, alors il y a eu des confusions là aussi et des questionnements sur les fameux métaux dits Veneto sarrasins, Ouais. qui ont été parfois attribués à une production vénitienne. Aujourd'hui, on revient à d'abord la différenciation entre différents groupes. Ouais. Certains maintenant plutôt attribués à l'Iran du Nord-Ouest, avec un point d'interrogation. D'autres vraiment au domaine mamelouk. Et la production vénitienne, pour l'instant, il y a un point d'interrogation par rapport à ce groupe-là. Je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Le rapport commercial n'est pas le même, en fait. Ça se passe un petit peu autrement. On en reparle. Merci, c'était absolument passionnant. Et alors, je me demandais, à propos de ces verreries montées, si on pouvait avoir une caractérisation spécifique. Est-ce que les pièces qui ont été montées sont particulières par rapport aux autres? Il me semble qu'elles ont été montées assez près de la date à laquelle elles sont arrivées en Europe. Et c'est un processus que l'on retrouve ensuite au XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle avec ce genre, avec des objets de ce type. En revanche, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de verreries extra-européennes montées en Europe après cette date. Après les 15e, 16e, 17e siècle, on a moins ce phénomène. Et donc, je trouve que c'est vraiment passionnant parce qu'il y a un moment donné qui est, que l'on peut caractériser. Et je me demandais aussi si la monture pouvait donner des indications sur l'usage qui était fait ensuite de ces pièces. Est-ce qu'elles avaient un usage particulier, en dehors bien sûr de l'idée du prestige, du pouvoir, de la richesse évidemment qu'elles manifestaient? Parce que, alors, il y a le cas de ce reliquaire que je trouvais très intéressant, mais il n'y a pas de monture, mais en tout cas il y a un usage spécifique européen du verre extra-européen qui se retrouve alors dans un objet que j'ai eu la possibilité d'étudier, qui est à Florence, un broc probablement de la Sicile normande, qui a été monté autour de Laurent le Magnifique. Voilà. Donc c'est toutes ces questions que je voulais vous poser à propos de ce sujet. Je ne pourrais sans doute pas répondre à tout ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions qui se posent. On observe effectivement, semble-t-il, des dates assez proches entre le moment de production, d'arrivée en Europe et de remontage de ces pièces. Alors effectivement, le gobelet trouvé à Orvieto est un peu problématique dans le sens où on ne connaît pas, on n'a pas une très très renseigné sur vraiment le contexte de découverte, même s'il est quand même mentionné par des documents, mais qui tendrait à montrer effectivement que la monture n'était pas obligatoire pour cet usage. Mais bon, voilà. Ensuite, effectivement, un certain nombre de montures semblent indiquer, mais là, alors, un usage comme reliquaire ou un usage comme calice, hein, on l'a vu notamment pour le gobelet disparu de Douai. Voilà, après, en dire davantage, effectivement, on observe un moment qui est lié peut-être à la fois à des courants commerciaux, à un moment de curiosité, à un moment peut-être je ne sais pas si on peut parler d'osmose plus grande entre ces deux mondes. Voilà, ça pose un certain nombre de questions sur la dimension symbolique qu'il revêtait à cette époque et sur laquelle on n'est pas tellement renseigné finalement par les sources. Nicolas. Oui, moi je voulais revenir sur la question de la fonction. Alors effectivement, merci beaucoup pour la communication. Vous avez abordé la question du remploi avec une fonction eucharistique, la fonction reliquaire, même si effectivement on sait qu'en Occident il y avait une certaine réticence pour tout ce qui était patène et calice à utiliser à la verrerie, contrairement à Byzance. Mais il y a effectivement des exemples qui sont avérés. Moi je m'intéressais tout simplement à l'usage à une question très simple, la boisson. Il y a cette mention assez intéressante dans Joinville où on nous dit que Louis IX justement buvait dans un verre d'Orient. Tout simplement, qu'est-ce qu'on y buvait? Parce que c'est quand même des pièces quand même assez élaborées sur le plan technique. Est-ce qu'en Orient, on réservait justement,
Est-ce qu'on buvait du vin à cette époque-là? Voilà. Oui, la réponse est oui. Est-ce qu'on buvait donc du vin ou est-ce qu'on buvait des liquides plutôt élaborés? On sait également qu'en Occident, le développement de la verrerie, notamment à Tige, à la fin du XIIIe siècle et du XIVe siècle, est lié à le renouveau en fait de l'exploitation viticole. Donc voilà, est-ce qu'il y a la question de la fonction du vin? Voilà, est-ce qu'on a des éléments Oui, d'information? c'est pour ça que je mentionnais le lien avec l'idée de commensalité de ces gobelets en Orient et en Occident. Donc, comme l'illustraient les peintures des Makamates, et la Palmer Cup aussi, puisqu'elle comporte une inscription poétique qui renvoie justement à cette idée de commensalité liée à la musique, au banquet, enfin, voilà, etc. Et donc oui, on buvait du vin, on buvait des boissons fermentées sous les Mamelouks, le fameux lait de jument fermenté, issu des steppes d'Asie centrale. On pouvait aussi boire autre chose, bien sûr. On peut imaginer des sirops qui existaient aussi. Parce que à justement, cette la époque. question du vin, moi, me pose problème. Pourquoi s'échiner à faire un décor à l'émail rouge pour remplir ensuite le verre d'un liquide rouge? Voilà. Mais encore une fois, voilà, c'était pas forcément un liquide rouge, je pense. Ça pouvait être autre chose. Oui, je complète un petit peu la question, la réponse à la fois, et puis je le fais à partir de Venise, parce que j'ai eu l'occasion de coéditer un livre sur les marchandises vénitiennes, qui avait ce titre « Typical Venice », avec un point d'interrogation, parce que la question, c'est celle du relais par Venise. On va chercher l'Orient à Venise et ces questions-là. Et tant à travers le colloque qu'à travers les articles, on a été amené à essayer de penser un groupe d'objets, c'est-à-dire un type de marchandises, ou de penser les types de marchandises les uns par rapport aux autres. Donc ça pose la question, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, et quelles sont les concurrences, en fait. Et vous l'avez dit à un moment donné, c'est-à-dire que Venise est très fort pour capter les marchés et pour finalement exporter des lampes de mosquée À la fin. à la fin. Alors la question, c'est ce qu'il y a au début, et donc dans quel horizon d'attente viennent s'inscrire ces objets. C'est effectivement celui du renouveau de la consommation du vin, avec ce geste de regarder le vin par transparence pour en juger la qualité. C'est un discours œnologique, mais qui vient en fait, de la médecine et de l'uroscopie. Mais on étudie la chose. Donc il y a quelque chose de très intéressant là. Et puis j'ai été très intéressé par ce passage vénitien où vous dites ce type d'objet est recherché, mais pas toujours disponible. Oui. Et c'est là que c'était vraiment c'est passionnant, une découverte très intéressante. Effectivement, alors j'ai plus en tête exactement. Il me semble que c'est des lampes justement. Ah oui. D'un un client entre guillemets, on pourrait dire. Florentin qui souhaiterait avoir une ou deux lampes et qui passe par un intermédiaire finalement et donc il cherche où il pourrait trouver ces lampes et finalement il finit par se tourner vers Venise. Et il me semble qu'on pourrait réfléchir en termes d'indices pour comprendre, mais on peut en discuter une autre fois très, très volontiers. À partir du groupe des vers qu'on appelle aldrevandins. Donc c'est 1250, 1350, pour plusieurs choses. Alors, ils sont parfois en concomitance. Vous l'avez montré dans un site archéologique, et je sais que Lübeck aussi, c'est le cas. Il y a un groupe Mablouk qui est assez important, et puis il y a les autres aussi. Et par contre, dans la cartographie archéologique qui a été faite, pas par moi, Ingeborg Krüger, ils sont bien plus nombreux. C'est-à-dire que c'est 700, 1000, quelque chose comme ça, objets singuliers, aldrevandins, vénitiens. Mais semble-t-il, la production était considérable, puisque là aussi, les sources vénitiennes ont montré qu'il y avait des commandes d'un millier de gobelets. Mais sans doute qu'ils répondent en partie à une demande, mais ils y répondent plus précisément. Et ils sont faits pour le vin, et avec une iconographie qui correspond très bien avec les thèmes de la fraîcheur végétale, ces choses-là. Et donc, quelque part, on comprend peut-être via cette production-là comment était comprise l'autre. Et puis, il y a les cas singuliers où un objet... Alors,
la vaisselle de verre, quand on boit avec, ça se casse et c'est jetable quelque part. C'est pour ça qu'on les trouve dans les latrines après ou cassés dans les châteaux. Mais de temps en temps, ça devient reliquaire, ça devient fétichisé par une famille un petit peu plus tard. Et alors un autre indice, c'est un autre groupe d'objets, une hypothèse qui a été formulée. Avec l'idée peut-être du Ouais. niveau de production aussi, parce que finalement, Oui. quand même, j'ai l'impression que ceux qu'on a conservés intacts, justement, dans des familles aristocratiques brassières, ont des décors quand même plus élaborés Ah oui. dans l'ensemble que ceux qu'on retrouve en contexte Ah oui, archéologique. d'accord. Oui, oui, oui. oui. Un autre bout de la lorgnette, ce sont les émaux vers 1400, émaux peints, mais qui reprennent en métal, sur métal, qui reprennent la même forme. Et là, on a fait l'hypothèse d'un lien aussi. Donc, il y a aussi un contact qui est intéressant là. Mais Voilà, on est donc, déjà bien au-delà du l'histoire temps. du Et puis, gobelet c'est pas... entre Orient et Occident. Je voudrais pas que ce soit moi qui vous mette en retard, qui nous mette en retard. C'est l'heure de la pause. Alors, les autorités peut-être nous autorisent quand même un quart d'heure de pause, je sais pas, parce qu'on a bien dépassé l'horaire. Et donc, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite.